Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes et première signataire de la motion D pour le congrès du Parti socialiste en juin. Bonjour Karine Berger. Bonjour à tous. Merci d'être venue sur notre Merci. plateau. Pierre Cavret, éditorialiste économie à Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint à 20 minutes, sont aussi avec nous. Bonjour messieurs. Merci d'être là vous aussi. Merci à vous d'être connectés. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, évidemment. Hashtag Direct Politique. Alors Karine Berger, on va commencer tout de suite cette émission par une séquence qui vient de se terminer en ce moment. On sort de la séquence anniversaire des 3 ans de François Hollande à l'Élysée. Vous qui refusez dans votre motion, on va en parler plus tard, mais de tomber dans la critique systématique du gouvernement ou le soutien inconditionnel, si je puis dire. Quel bilan vous tirez, vous, de ces 3 années de François Hollande à l'Élysée? Alors, je tire un bilan qui est à la fois un bilan d'étape et en même temps un bilan positif. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses, beaucoup de réformes, et ça va du mariage pour tous à la maîtrise du déficit public, on pourra en reparler. Mais il y a beaucoup de choses qui ont abouti, contrairement à une idée Donc il est plutôt positif, le bilan, c'est ce que vous nous dites ce matin. Pour moi, c'est la façon dont il faut présenter ces 3 premières années. Mais en revanche, quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que nous sommes pas à mi-mandat, mais à mi-étape, à étape. Et il ne faut pas dresser un bilan complet quand on est en cours de dérouler d'un quinquennat. C'est ce que je reproche un peu à la motion B, la motion de Christian Paul, c'est de vouloir absolument à toute force faire du bilan. On le sait, la dernière année, elle est souvent consacrée plus à une pré-campagne, on va le dire sobrement, plutôt qu'à faire des réformes. Donc il ne reste plus qu'un an, quoi, grosso modo. Oui, mais que ce soit sur le front économique ou sur le front social, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont continuer à se dérouler dans les 2 prochaines années. Et c'est ça qui me paraît important d'avoir en tête. À propos sur l'aspect économique, vous aviez été une conseillère, la conseillère de François Hollande pendant la campagne, et notamment autour de la dette. Vous étiez même allé voir les créanciers pour les rassurer. Aujourd'hui, depuis, la dette a continué d'exploser, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui à ces créanciers? Pour le coup, ce que je retiens moi des 3 premières années, c'est que la France n'a jamais emprunté à des taux aussi bas. C'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, nous avions été quelques-uns à effectivement prendre des contacts avec tous les fonds financiers qui achètent la dette française. Et à l'époque, ils avaient peur. Ils se disaient, est-ce que véritablement ils ont l'intention de maîtriser les finances publiques, le déficit? Eh bien, ils ont été parfaitement convaincus par ces 3 premières années, puisque la France n'a jamais emprunté pour un taux si bas. Absolument, mais cet argument-là est valable pour bon nombre de pays aujourd'hui. Et la dette, je veux dire, il faudra quand même bien la rembourser. Et ces emprunts-là, il faudra bien les rembourser, quel que soit leur taux. Alors, 2 choses. Premièrement, ce n'est pas vrai ce que vous dites sur l'ensemble des pays. C'est-à-dire que la France est véritablement un pays qui bénéficie actuellement d'une signature extraordinairement mais les taux ont baissé pour tous les pays européens. La France, traditionnellement, a plutôt des pays bas au sein de l'Europe. Et comme tout a baissé, ça a baissé pour la France. On a réussi, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, malgré une augmentation de la dette, à baisser le montant des intérêts payés par la France. Bien. Pourquoi? Parce que nous avons aussi réussi à réduire le déficit de la France. Il y a une différence entre le déficit et la dette. Le déficit, c'est la problématique d'une année. La dette, c'est l'accumulation. Le déficit a baissé. On a eu un déficit de 120 milliards au début du quinquennat, laissé par la droite. On est actuellement à 80 milliards. On a baissé considérablement le déficit. Alors, ce n'est pas encore assez pour faire baisser la dette, puisque les fameux 3% de PIB de Maastricht, c'est le moment. C'est surtout que c'est le moment où, justement, la dette commence à baisser. C'est-à-dire qu'il faut revenir en dessous de 3%, parce qu'à ce moment-là, la dette commence à baisser en niveau. Mais à la limite, le travail de maîtrise du déficit et par conséquent rapidement de la dette a bel et bien été réalisé, je le crois. François Hollande était hier à Cuba avec beaucoup de chefs d'entreprise. Il n'a pas parlé de droits de l'homme, mais en revanche, il a voulu signer beaucoup de contrats. Il est salué par les chefs d'entreprise souvent comme un excellent VRP. Est-ce que finalement, ça, ce n'est pas la réussite de son mandat ? C'est très bien si le président de la République, dans sa diplomatie en général, parvient à construire des marchés extérieurs, à participer à la construction des marchés extérieurs de la France. Je pense qu'on ne peut absolument pas réduire la politique étrangère de François Hollande à la question économique. La France, au cours des 3 années, et ça fait partie aussi de ce bilan de mi-mandat, s'est engagée sur des terrains pour défendre les droits de l'homme, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Mais tu ne l'abordes pas à Cuba,
Ça vous gêne? Je ne sais pas quelles ont été les teneurs des échanges entre le président et puis par exemple monsieur Fidel Castro. J'ignore s'il a ou pas souhaité discuter avec les dirigeants cubains des problématiques du droit de l'homme. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas croire que malgré les succès réels de notre diplomatie économique, nous ne faisons que de la diplomatie économique. Ce n'est absolument pas le cas. Question que plusieurs internautes se posent. François Hollande a-t-il le candidat naturel ou évident, j'utilise des guillemets puisque c'est le terme utilisé par votre collègue Jean-Jacques Urvoas hier, est-ce que c'est le candidat naturel pour 2017? C'est le candidat naturel, c'est le président, c'est celui qui nous a fait gagner en 2012 et en 2017. Nous sommes, nous, à la motion D, complètement derrière la candidature de François Hollande. Donc des primaires ne sont pas nécessaires? Alors, c'est un autre sujet. Comment on fait pour rassembler les socialistes et la gauche autour de la candidature de François Hollande? On a inventé au Parti socialiste un mécanisme en 2011 qui a très bien fonctionné, qui s'appelle les primaires, qui sont toujours dans les statuts du Parti socialiste. Nous ne demandons pas de changement de statut du Parti socialiste. Nous pensons que pour rassembler la gauche autour de la candidature de François Hollande en 2016 et 2017, oui, le mécanisme des primaires est la meilleure solution. Il faut qu'ils prennent le risque de ces primaires, entre guillemets. C'est ce que vous dites ce matin. Il n'y a pas de risque, il n'y a que du bénéfice. Des primaires, c'est la seule solution pour être certain que justement, nous n'aurons pas des candidatures alternatives. J'espère pas socialiste, mais en tout cas alternative à la gauche. Il a quand même lié sa candidature à la baisse du chômage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il doit renier cette promesse, entre guillemets, et se présenter quoi qu'il arrive? Le président, je ne pense pas, reniera la moindre promesse, en tout cas le moindre engagement. Bien évidemment qu'il faut que le chômage baisse en France. Ça fait partie des grands engagements du quinquennat. Sa candidature est naturelle sous réserve que le chômage baisse. Je crois que sa candidature est naturelle parce que le chômage baissera avant 2017. Allez, on va passer au congrès du Parti socialiste et on va continuer à parler de toute façon de l'emploi et du chômage aussi. Donc, pour que les internautes comprennent bien, le PS se réunit en congrès début juin à Poitiers pour définir à la fois sa ligne politique et se choisir un premier secrétaire. Donc, il y a des motions qui ont été rédigées, je le redis encore pour nos internautes, pour donner une ligne à ce fameux parti. Et les premiers signataires de ces motions, dont vous faites partie avec la motion D, sont candidats de fait à la présidence ou à la direction plutôt, devrais-je dire, oui, à la direction du Parti socialiste. Alors votre motion, la fabrique, la motion D, propose un gros chamboulement du PS. On peut lire dans la motion D qu'en 100 jours, vous allez tout changer au Parti socialiste. Je vous pose la même question qu'à Christian Paul, signataire d'une autre motion il y a quelques jours. Est-ce que le PS et le gouvernement, c'était mieux finalement du temps d'Harlem Désir et de Jean-Marc Ayrault? Je pense que le Parti socialiste, depuis 3 ans, est un peu mesa voce, si vous me permettez cette expression italienne. C'est-à-dire un parti qui, que ce soit avec Harlem Désir ou Jean-Christophe Cambadélis, dans le cas de Jean-Christophe Cambadélis a bel et bien voulu poser un certain nombre de points, c'était un peu moins vrai sur Harlem Désir. Donc il y a du mieux déjà. Qui en tout cas a du mal à se positionner comme un partenaire naturel à l'exercice du pouvoir exercé par notre gouvernement. Le Parti socialiste est en appui, plus ou moins d'ailleurs réussi au cours des 3 premières années de quinquennat, mais la difficulté est la suivante. On n'entend pas le Parti socialiste comme un parti politique ayant des positions, que ce soit des positions de soutien très très claires et je vais dire combatives pour notre gouvernement, ou des positions qui permettraient, on va dire, à notre gouvernement d'avoir un peu de perspective sur un certain nombre de visions. Je vais prendre des exemples. Ce qu'on pointe dans notre motion et qui explique la motion La Fabrique. Quelle est la position du Parti socialiste sur la PMA, la procréation médicalement assistée? Quelle est la position du Parti socialiste? Quelle était la position du Parti socialiste sur la loi enseignement qui a été votée il y a quelques jours, avant le vote? Elle n'existait pas, ni l'un ni l'autre. Aucune position définie aucune ni position. Au Bureau national, ni... Aucune position définie au Bureau national. C'est ça la difficulté du Parti socialiste depuis 3 ans. C'est qu'on a l'impression que c'est un parti qui arrive après la bataille gouvernementale, qui n'est pas devant, qui est derrière. Et ça, je pense que Jean-Christophe Cambadélis a essayé de poser quelques positions et il n'a absolument pas été entendu par le gouvernement. Dans le cas d'Harlem Désir, il n'y avait même pas de tentative. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que dans son ADN, le Parti socialiste est plutôt un parti d'opposition qu'un parti de gouvernement? C'est-à-dire que quand il est dans l'opposition, on l'entend beaucoup, mais quand les socialistes sont aux manettes, c'est plus difficile de s'associer à un gouvernement. En tout cas, c'est exactement, pour en faire un
parti de gouvernement que nous avons posé la motion La Fabrique, pour que justement le Parti socialiste soit un parti qui fabrique les idées de gauche, que l'on soit dans l'opposition ou que l'on soit en responsabilité, et qui permette de construire la suite de l'histoire avec notre gouvernement et bien évidemment dans le futur quinquennat de François Hollande. Alors à propos, on va revenir mais au calendrier du vote. Le vote des motions débute le 21 mai et se poursuit le 28 mai pour l'élection du premier secrétaire. Or, les résultats seront connus le 28 au soir, donc soit une semaine avant le début du congrès. La question est toute simple, est-ce qu'on ne met pas le vote avant le débat, tout simplement? C'est une vraie difficulté des nouveaux statuts du Parti socialiste. Historiquement, le parti donnait évidemment démocratiquement le choix aux militants des motions, des axes. Oui. Et puis il y avait ce qu'on appelle un mécanisme de résolution, de synthèse, qui permettait aux uns et aux autres de se retrouver. Car évidemment, à la sortie du congrès de Poitiers, on sera à 6 mois de la primaire UMP pour la présidentielle. Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, le groupe de droite, vous savez, les Républicains, disons-le. On sera à 6 mois de cette période de lancement véritablement de la campagne présidentielle. Nous devons sortir du congrès de Poitiers totalement unis au sein du Parti socialiste. Or, les nouveaux statuts le permettent très peu. Alors, merci pour la question. Nous proposons que la commission des résolutions, ce travail de rassemblement, ait lieu entre le 21 mai et le 28 mai. Le 21 mai, c'est le vote des axes politique. Oui. Le 28 mai, c'est le vote de la direction. Si nous ne parvenons pas, dans cette période, à construire le rassemblement absolument indispensable au congrès de Poitiers, ce n'est pas après le 28 mai qu'il y aura lieu, et par conséquent, les positions des uns et des autres resteront très floues, voire donc le congrès fragmentées. Aura lieu avant le congrès, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le congrès doit avoir lieu avant le congrès, c'est exactement ça. Mais certains internautes sont assez sévères avec votre motion, notamment Laurent, qui se demande quelle est l'utilité de votre motion, si ce n'est celle de vous montrer ou d'avoir un poste ministériel. Alors, nous justement, nous sommes la motion qui ne sont pas les motions gouvernementales. Parce que la motion A, voilà, on voit très bien qu'il y a une partie... Jean-Christophe Cambadélis, soutenue par Manuel Valls, c'est par une bonne partie du gouvernement. La motion de Jean-Christophe Cambadélis, c'est celle qui, notamment sur certains députés qui ont rejoint avec Martine Aubry, donne une idée de ce que peut être le gouvernement fin juin, un nouveau gouvernement fin juin 2015. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour envisager la position au gouvernement. La motion B, celle de Christian Paul, est une motion qui a sa cohérence, c'est-à-dire qu'il dit voilà, nous on n'est pas d'accord, on ne sera pas d'accord, on continuera à pas être d'accord. Nous sommes. En même temps, on sait qu'en cas de remaniement, la question des frondeurs était évoquée, de les faire rentrer au sein du gouvernement, donc c'est pas forcément. Si on vise un poste ministériel, une mauvaise opération d'être dans une motion différente. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, certains, peut-être même au sein de la motion B, envisagent justement cette négociation post-Grand V. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous nous intéressons au Parti socialiste. Quelle est la position du Parti socialiste sur un certain nombre de sujets? Comment le Parti socialiste construit sa plateforme, plateforme présidentielle pour 2017? Comment on fait en sorte que les militants au sein du Parti socialiste reviennent avec envie? Comment on va chercher les compétences des militants au sein du Parti socialiste? Nous sommes dans un congrès de partis. Nous ne sommes pas en train d'imaginer ce que sera éventuellement un nouveau gouvernement fin juin 2015 sur le perron de Matignon. Donc on n'est vraiment pas du tout sur ce type de démarche et nous pensons qu'il est indispensable que dans ce congrès, il y ait une motion qui rappelle qu'un parti politique, ce n'est pas un gouvernement. Un parti politique de soutien au gouvernement n'est pas le gouvernement. Alors justement, vers où va le Parti socialiste? On va essayer d'en parler en prenant quelques exemples dans vos 86 propositions, puisqu'il y a 86 propositions au total formelles dans votre motion. Alors un des premiers grands chantiers, et même le tout premier grand chantier, concerne la social écologie. J'utilise des guillemets puisque c'est le terme employé dans le document. Ça couvre à peu près 2 à 3 pages de la motion. Il y a 8 propositions au total autour de ce concept. Pas un mot en revanche, puisqu'on a lu cette motion, sur le nucléaire dans la social écologie. Et on a remarqué que c'était la même chose dans la motion B de Christian Paul, qui lui parle d'écosocialisme, alors social écologie, écosocialisme, mais jamais un mot sur le nucléaire. Pourquoi ? Est-ce que le PS a encore un problème avec le nucléaire aujourd'hui ? Pas du tout, non. C'est simplement que la démarche sociale écologique que nous portons dans notre motion, elle est de dire que pour arriver à changer la façon de produire dans notre pays et de consommer, il faut d'abord commencer par faire en sorte que la pollution soit véritablement prise en compte dans le calcul économique des uns et des autres. La question du nucléaire, elle est largement, on va dire, traitée, si vous me permettez cette expression, par la grande loi de Ségolène Royal, qui
qui ancre le fait que nous allons bel et bien réduire la part du nucléaire dans la consommation énergétique de la France. Mais la loi en question ne résout pas, par exemple, le problème du pollueur-payeur. Tout ce qui est émission de gaz à effet de serre n'est toujours pas sanctionné en France. C'est pire. Donc le nucléaire, c'est traité. En revanche, il faut qu'on mette en place une fiscalité écologique. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est plus la priorité du moment. La priorité, c'est effectivement de faire en sorte qu'on arrête de subventionner ce qui est le plus polluant en France. Et ce qui est le plus polluant, ça reste quand même les gaz à effet de serre. Et là, sur ce point-là, et dans la perspective aussi quand même de rassembler la gauche en 2017, il est assez urgent d'agir. Il faut fermer Fessenheim, Karine Berger. Il faut arrêter l'EPR de Flamanville, qui connaît pas mal de difficultés. Franchement, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance... Enfin, des questions comme ça, ce n'est pas oui ou non. C'est des situations extrêmement complexes, de vétusté. Est-ce que le Parti Socialiste ne doit pas avoir une ligne là-dessus, justement, laissez-moi juste finir. Moi, je suis fascinée de voir qu'il y a des gens qui... C'était quand même dans le programme du candidat Hollande. On est complètement d'accord. Mais je suis fascinée de voir qu'il y a des gens qui ont des convictions très arrêtées pour savoir s'il faut ou pas continuer Fessenheim ou l'EPR. C'était le cas du président Hollande. Le président, dans sa plateforme présidentielle, a annoncé une fermeture. Vous me posez la question aujourd'hui, je dis simplement que je vais vous dire très franchement, je ne suis pas suffisamment spécialiste de la situation de vétusté ou pas des structures de Fessenheim ou de la difficulté, on va dire, d'aboutir de l'EPR de Flamanville pour véritablement avoir ma position. En revanche, et ça c'est très important, et c'est exactement ce que nous défendons à la Fabrique, le Parti socialiste, en tant que grand parti de gauche, doit avoir une position extrêmement claire là-dessus, et après avoir travaillé évidemment sur ces questions-là, et c'est typiquement ce qui nous manque un peu. Vous parlez de social-écologie, la motion B, donc on vient de le dire, parle d'éco-socialisme. Julien, un internaute, vous pose la question, vos motions sont pleines de lieux communs, totalement déconnectés de ce que vivent les gens dans la vraie vie. J'ajoute projet de transformation sociale, invention d'un nouveau modèle de société. Est-ce que c'est une déconnexion de ces motions avec la réalité? Alors j'invite l'internaute à lire notre motion quand on parle de services publics des maisons de retraite, quand on parle d'allocation familiales versées dès le premier enfant, lorsqu'on parle de TVA à 5% pour l'économie sociale et solidaire, c'est extrêmement concret. Extrêmement concret. Et là, le reproche qui nous est fait, et vraiment, c'est la première fois que je l'entends depuis le début de la campagne, parce que nous avons justement une motion qui, au travers de 86 propositions, rentre dans la difficulté très concrète que les Français ont de vivre. On est parti, pour être franche, des questions que les Français nous ont posées lors des élections, des campagnes des élections municipales et de la campagne des élections départementales. C'est très concret, c'est comment je fais pour payer ma facture d'électricité, c'est comment je fais pour trouver du boulot. Et ça, et d'ailleurs ça nous est reproché par la motion de Jean-Christophe Cambadélis, puisque Henri Weber m'a dit hier soir que c'était de la propositionnite ou un truc comme ça, qu'il fallait rester justement dans les grands axes et les grands diagnostics. Ben non, nous on rentre dans le concret et on rentre dans les réponses concrètes. À propos, la précarité en France augmente et vous proposez comme toute première proposition un seuil de pauvreté écologique sur le modèle des minima sociaux pour prendre en compte les nouveaux risques liés à la précarité, et on vient de le voir, ils sont assez nombreux. Concrètement, cela veut dire qu'on va verser de l'argent à des citoyens exposés à la pollution, par exemple? Alors, il y a la question, effectivement, de l'aide sociale que l'on peut apporter à des gens qui sont face à des risques de pollution. On a commencé à le faire dans le cas de l'amiante. On a réussi, face à la catastrophe qui était l'amiante, à mettre en place des mécanismes de protection sociale. Il faut l'imaginer pour autre chose. Il faut l'imaginer pour donner un exemple très très concret. J'étais en campagne départementale dans mon département et je suis tombée chez une dame qui, parce qu'elle avait très peu de moyens, avait gardé une petite maison issue de sa famille en face d'une usine de stockage de frigo. Un bruit épouvantable jour et nuit, vraiment à devenir fou. Eh bien, cette personne n'avait pas les moyens de changer de logement. Donc là, on est en face d'un vrai problème, c'est-à-dire que ce sont souvent les plus petits salaires, les plus petits retraites qui sont face aux agressions, aux pollutions les plus violentes. J'ai pris l'exemple du bruit, je pourrais parler évidemment de la question de la poussière. Il faut créer une indemnité, il faut les aider à déménager. Il faut à chaque pollution grave, il faut imaginer pour les plus petits revenus un mécanisme effectivement d'aide au changement, que ce soit de la problématique de protection du froid, que ce soit la problématique de protection du bruit, etc. Allez, on va glisser vers l'économie, si je puis dire. Sur l'emploi,
fois, il y a de la proposition 10 qui nous a aussi interpellés, puisque vous proposez la création de 36 coupons mensuels de formation. Alors là, on est vraiment dans l'économie et dans l'emploi notamment, puisque la formation est liée à la recherche d'emploi. Donc c'est l'équivalent de 3 années de formation. Comment ça marche concrètement et comment ça va être financé ? Alors, ou est-ce que vous avez pensé à ce financement plutôt? Alors, on y a pensé parce qu'en fait, le président Hollande a annoncé qu'il voulait mettre en place avant la fin du quinquennat la formation professionnelle, la sécurité professionnelle pour tous. Et d'ailleurs, c'est dans les autres motions. Sauf que sous le terme sécurité professionnelle, nous, on ne met rien. Donc il y a une somme d'argent qui est d'ores et déjà prévue dans le budget de la France avant 2017 pour cette sécurité professionnelle. Nous, on dit, voilà, on ne peut pas revenir devant les Français, et notamment devant tous les Français qui cherchent du boulot tous les matins, en disant, voilà, on va faire une sécurité professionnelle. On va dire, voilà, concrètement, nous vous disons, vous aurez 3 ans pendant lesquels vous pouvez utiliser, quand vous voulez, vos coupons de formation. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que la récente réforme de la formation n'est pas suffisante. Le compte personnel de formation qui vient d'entrer en vigueur. Oui, mais si la réforme était suffisante, on n'annoncerait pas avant la fin du quinquennat une réforme portant sur la sécurité professionnelle à vie. Il faut évidemment aller plus loin, et notamment, et c'est la position de la Fabrique, détacher le droit à la formation personnelle de l'autorisation de l'employeur, qui est véritablement la difficulté qui bloque dans beaucoup de cas les situations. Et puis il faut, parce que cette proposition s'accompagne d'une autre, augmenter considérablement la part des dépenses de formation professionnelle allouées aux personnes au chômage. Aujourd'hui, l'ensemble de la formation professionnelle n'est utilisé qu'à hauteur de 2% pour les personnes au chômage. Nous proposons que ça passe à 30%. Donc c'est effectivement une réforme extrêmement large de la formation professionnelle que nous proposons. Tout le monde en France a envie que les choses se passent bien de ce côté-ci. Ça serait une réforme de bon sens, a priori, mais pour autant, on va revenir au chômage également, et notamment cet après-midi, Manuel Valls réunit à Matignon les partenaires sociaux, les présidents de région également, pour parler du chômage et précisément de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, effectivement, en France, on est par rapport à d'autres pays, je pense à l'Allemagne, je pense beaucoup à la Suisse, qui est quasiment un modèle. On est à 300 000 apprentis aujourd'hui. L'objectif, c'est 500 000, je crois, en 2017. Mais comment on va y arriver alors que jusqu'ici, l'apprentissage, on a eu un acte 1, on va avoir un acte 2. Précisément, est-ce qu'on va enfin reconnaître l'apprentissage et ses vertus une bonne fois pour toutes? Il faut, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Pourquoi on est si différent de l'Allemagne et de la Suisse? Là encore, je suis désolée, moi j'ai été voir les entreprises chez moi, je leur ai dit, il faut que vous preniez des apprentis. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas le temps. C'est-à-dire que les entreprises françaises ont du mal à dégager du temps pour former un apprenti. Un apprenti, c'est évidemment beaucoup d'aides publiques pour poursuivre cet apprentissage, mais c'est de la part de l'entreprise, pas avoir un salarié comme les autres. C'est un salarié très jeune, qui n'a pas d'expérience la plupart du temps, et qui doit être formé, qui doit être accompagné. Eh bien, ce temps d'accompagnement, ce temps de formation, il est inscrit dans la façon dont les entreprises allemandes sont organisées. En France, les entreprises ne jouent pas le jeu? C'est pas le cas de partout, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu, mais elles ont beaucoup plus de mal à dégager du temps et à dégager l'accompagnement, notamment des gens expérimentés, pour aller vers ce n'est pas un salarié comme un autre. Non, mais l'apprenti n'est pas un coût. L'apprenti, dans d'autres pays, réussit, je veux dire, à faire gagner de l'argent aussi à l'entreprise. Donc il faut peut-être changer de dimension et d'approche. Il faut que les deux se rejoignent. Il faut que du côté des apprentis, il y ait la conscience que ce n'est pas un stage, mais bel et bien une formation. Parfois, certains jeunes sont dans une zone un peu... Et il faut que de la part des chefs d'entreprise, ils comprennent que ce n'est pas un salarié comme un autre. Et l'éducation nationale a également son rôle, enfin, je veux dire, dans cette population de jeunes, pour les remettre dans la filière de, je dirais, noble, parce qu'on a déconsidéré pendant des années l'apprentissage. Et donc, c'est aussi un problème d'éducation nationale. Alors attention, il y a deux branches. Non, mais il faut être très clair parce qu'il y a une confusion souvent qui est faite. L'apprentissage, ce n'est pas l'éducation nationale. L'apprentissage, c'est les mécanismes de formation professionnelle. L'éducation nationale a une formation professionnelle technique qui, d'ailleurs, est assez proche de l'apprentissage, sauf qu'il y a plus de formation générale avec des périodes de passage en entreprise. Personnellement, moi, je suis très attachée à la formation professionnelle via l'éducation nationale. Je pense que jusqu'à 16 ans, 17 ans, c'est un équilibre plus efficace que celui de l'apprentissage pur.
où la formation générale est un peu moindre. Mais les deux mécanismes doivent être développés. Pour prolonger la question de Pierre, est-ce que l'éducation nationale, bien avant tout cela, oriente les élèves vers les bonnes formations? C'est-à-dire que ce que voulait dire Pierre, certainement, c'est qu'aujourd'hui, les formations professionnelles, quelles qu'elles soient, sont plutôt dévalorisées dans l'éducation nationale par rapport aux filières classiques. La filière générale, notamment. La filière générale. Par les parents d'élèves, comme le... Alors, il faut évidemment continuer à plaider sur le fait que les formations professionnelles, à partir de la troisième, sont des formations qui apportent tout autant de qualité, on va dire, de vie et de travail que des formations générales. C'est une culture qui, en France, met du temps à se développer. Pour autant, pour être clair, en tout cas dans mon département, souvent, il n'y a pas assez de place en formation professionnelle par rapport aux demandes des élèves. C'est-à-dire que certes, il y a encore une culture générale en France qui privilégie la formation générale, mais les choses ont beaucoup changé au cours des 15 dernières années, beaucoup. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de place dans les filières de formation professionnelle par rapport à l'ensemble des demandes des jeunes adolescents. Alors, autre proposition que vous faites dans votre motion à propos du dialogue social, c'est la syndicalisation automatique des salariés. Comment imaginer qu'on puisse forcer la main aux salariés alors que la plupart, les sondages le disent en tout cas, rejettent les syndicats actuellement? On ne force pas la main. On dit qu'une personne qui est salariée doit être réputée comme relevant d'une représentation syndicale. Parce que si nous ne parvenons pas en France à construire un dialogue social réel, où les syndicats et les représentants des employeurs aboutissent à des vrais compromis, à des vrais équilibres, à des vrais accords, eh bien on continuera dans cette situation un peu bizarre où le patronat réclame toujours plus, où les salariés, en tout cas certains syndicats de salariés, pas forcément les plus majoritaires, bloquent des situations sans envie de discuter. Bref, on n'arrivera jamais à basculer dans la modernité qui est que le travail, c'est un endroit où on discute, où on dialogue et où on trouve des accords. La syndicalisation du pays est indispensable pour réformer le pays. On ne réforme pas un pays par le haut, on réforme un pays par tous les gens qui sont sur le terrain et qui organisent cette réforme. La modernité, c'est la cogestion ? La modernité, c'est la cogestion. La modernité, aujourd'hui, c'est la cogestion. L'actionnariat et le capitalisme actionnarial financier des années 90 est derrière nous. La façon d'inventer de nouveaux investissements, de nouveaux emplois, la capacité qu'on a de prendre en compte les idées de tous les gens qui travaillent dans une entreprise, quel que soit leur poste, et de faire germer cette idée comme un développement de nouvelles chaînes, c'est la modernité. Voilà, et cela, ça répond notamment à une internaute, à Michel Le, qui vous demandait plus de précisions sur cette syndicalisation automatique. On va passer au pour-contre de l'émission, une des grandes séquences de cette émission. On va vous poser quelques questions, toujours sur l'emploi et le pouvoir d'achat, et on va vous demander de répondre pour ou contre. C'est Pierre. Alors écoutez, êtes-vous pour ou contre, tout simplement, pour rendre le marché du travail plus flexible avec un nouveau contrat de travail? Alors, contre, si le nouveau contrat, c'est une façon de réduire la tradition du CDI, mais en revanche, je pense, oui, que nous devons absolument inventer une nouvelle façon de protéger l'ensemble des salariés qui sont en situation de précarité, intérim et CDD. Ça passe par un nouveau contrat, mais qui ne se substituerait pas au CDI, c'est pour ça que je réponds contre, un nouveau contrat qui accumulent, on va dire, plus les droits de protection des gens qui sont souvent toujours les mêmes, qui accumulent la précarité. Êtes-vous favorable au tiers payant généralisé? Totalement favorable. Il faut trouver des solutions pratiques pour que les médecins et les bons interlocuteurs du côté des caisses d'assurance maladie et des mutuelles. Proposer un guichet unique géré par la sécurité sociale. Exactement. J'ai discuté beaucoup avec les médecins qui sont venus me voir et je vois bien qu'il y a un problème technique. Mais en revanche, c'est une très belle réforme de gauche et qui aurait dû d'ailleurs avoir lieu depuis longtemps. Pour ou contre Karine Berger, faire pression sur Berlin et Bruxelles plutôt, enfin Bruxelles ou Francfort, pour desserrer la contrainte budgétaire et booster les politiques de relance en Europe? Complètement pour. On a absolument besoin d'une politique de soutien à la croissance en Europe. C'est d'ailleurs, je crois, l'un des acquis de cette première partie du quinquennat d'avoir obtenu le plan d'investissement public de M. Juncker. Si François Hollande n'était pas président de la République française de gauche, je pense que la nouvelle Commission européenne n'aurait jamais parlé d'investissement public. C'est presque devenu maintenant normal. Je peux vous assurer qu'il y a un an, quand vous étiez à Berlin... Vous pensez que sous la pression des Grecs ou des Italiens, c'est pas que la France qui a souhaité ça? Non, je n'ai pas dit que c'était que la France. Je dis que sans la France, il aurait été extrêmement difficile d'imaginer une Commission européenne
qui parle d'investissement public à 300 milliards d'euros il y a quelques mois. L'Allemagne, désormais, est d'accord, voilà, est d'accord, ce qui est très nouveau, et tout ceci doit se poursuivre très vite. On a un problème très clair avec ce plan de relance, c'est qu'à ce stade, c'est toujours et encore un risque pris par le privé, il faut que ce soit un risque pris par le public. Pour le logement, êtes-vous pour ou contre réduire les APL, et notamment pour les étudiants non boursiers qui demeurent attachés au foyer fiscal de leurs parents? C'est une annonce hier, enfin Michel Sapin a annoncé hier qu'il y aurait des économies conséquentes sur les aides au logement. Voilà. C'est une des pistes. Il est impossible de traiter la question des APL étudiants sans traiter de manière générale le statut des étudiants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire d'un côté certaines aides et pas se poser la question de savoir comment, quand on a 21 ou 22 ans en France et qu'on doit étudier, on fait. Parce que, voilà. Donc, à ce stade, vraiment, je ne donnerai pas de réponse parce que ce que je voudrais, c'est qu'on s'intéresse véritablement à la façon dont les étudiants, et pas que les étudiants post-bac, on parlait tout à l'heure des problématiques d'apprentissage et de formation professionnelle. Quand on a 19 ans et qu'on est en apprentissage, je peux vous assurer que trouver du logement, qu'on ait une famille ou qu'on n'ait pas de famille, c'est pas facile. Donc, soyons réalistes, essayons surtout de nous intéresser à la vie quotidienne des étudiants et des personnes qui étudient en France. Et à partir de là, faisons une grande réforme qui effectivement sera plus juste parce qu'il y a des injustices. On aura compris, donc c'est votre joker du pour-contre. On va passer en 1 minute ou 2 minutes à quelques questions de fiscalité parce qu'on voulait vraiment parler avec vous avant d'élargir sur des questions d'actualité plus générale. Sur la fiscalité, votre motion propose notamment un nouvel impôt pour remplacer l'impôt sur le revenu, la CSG, prélevé à la source sur une assiette plus large. On connaît vraiment ces bases de la réforme fiscale qui n'a pas été faite par François Hollande alors qu'elle était dans son programme. Pourquoi elle n'a pas été réalisée juste au passage, à votre avis? Est-ce que c'est un manque de courage? C'est une difficulté qui était liée au fait que dans la première partie du quinquennat, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'était la réduction du déficit. Et faire une réforme fiscale, ça implique quand même d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. On craignait des effets de bord de cette réforme. Plus que des effets de bord, c'est-à-dire qu'une réforme de ce type-là nécessite d'avoir suffisamment d'argent pour éviter qu'il y ait des personnes qui voient leur prélèvement augmenter de manière trop forte. Donc on n'avait tout simplement pas les coups des franches pour arriver à mener à bien cette réforme. Je suis heureuse de voir que cette proposition est dans toutes les motions du Congrès de Poitiers. J'en conclus donc que la réforme fiscale aura bel et bien lieu avant la fin du quinquennat. Une réforme avec un prélèvement à la source? Avant la fin du quinquennat. Alors, sur la question du prélèvement à la source, c'est une question qui à la fois paraît aller de soi, c'est-à-dire qu'on a envie de quelque chose de simplifié en France. On a une vraie difficulté, c'est qu'il est très difficile d'imaginer un prélèvement à la source qui reste un impôt familial. Le prélèvement à la source implique la plupart du temps un impôt individualisé. Donc nous allons avoir un vrai débat de société pour savoir si l'impôt redistributif en France doit être calculé au niveau de l'individu ou au niveau du foyer fiscal. C'est une question très complexe qui en plus est de l'ordre de la Constitution puisque le Conseil constitutionnel considère que le prélèvement doit être fait au niveau du foyer fiscal. C'est assez technique, mais je pense que ça vaut la peine de l'avoir. Vous dites que la réforme fiscale sera faite avant la fin du quinquennat, puisqu'elle est présente dans toutes les motions. C'est un trait d'esprit ou pas du tout. Sérieusement la motion 1, c'est co-signée par le Premier ministre et plusieurs ministres du gouvernement, annonce cette réforme. Donc, qu'est-ce qui empêchera, dès la sortie du Congrès, quelle que soit la position des uns et des autres à la fin, en termes de Et on aura les marges de manœuvre dont on ne bénéficiait pas en 2012 pour le faire. J'imagine que si le gouvernement a co-signé la motion A, c'est qu'ils ont parfaitement en tête que les marges de manœuvre sont désormais disponibles. Vous pensez que ce serait une réforme aussi majeure que celle que vous proposez? Ça peut aussi Alors, se terminer en... Effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous proposons de véritablement simplifier considérablement les choses et de mettre toutes les formes de redistribution à l'intérieur d'un impôt unique, redistributif et plutôt familial. J'ai l'impression que la proposition de la motion 1 relève plus de la CSG progressive, qui d'ailleurs pose un problème de constitution. Bref, toujours est-il qu'on est tous d'accord pour dire que maintenant, les Français demandent de la simplicité et de la justice dans la fiscalité. Allez, Karine Berger, on va passer aux 5 dernières minutes de l'émission. On est un petit peu en retard. Ce sont les questions d'actualité. On va prendre quelques actualités de cette semaine et on va vous demander de les commenter. C'est Pierre qui commence. Il y en a une hier avec les associations féministes qui ont sonné l'alerte contre le projet de loi de dialogue social de François Rebsamen qui, selon elles, supprimera du Code du travail des outils d'égalité professionnelle.
visiblement, ça fait tellement de bruit que le ministre est revenu et a annoncé qu'il ferait un amendement. Pour autant, est-ce que vous considérez que Rebsamen a été misogyne ou maladroit sur cette question-là? Il a été un peu trop sensible à ce que demande le MEDEF. Ça arrive. Vous pensez que ça vient d'une demande du MEDEF? Bien évidemment, bien évidemment. Tout ce qui est, on va dire, mécanisme de régulation à l'intérieur de l'entreprise et de dialogue à l'intérieur de l'entreprise qui plaide pour notamment un certain nombre de respect de la promotion professionnelle est combattu par le MEDEF depuis toujours. Dans une de vos propositions, vous affirmez qu'il faut dépasser les appels au féminisme et faire la lutte contre la misogynie. Vous pensez que là, il y a une lutte à faire au MEDEF contre la misogynie? Oui. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait, oui. Alors, il se trouve que dans le texte de la motion, on parle plus de la problématique de la façon dont les femmes sont traitées par la société. On partait notamment des premiers écrits du sinistre Éric Zemmour, qui, avant de basculer sur des positions carrément xénophobes, avait d'abord commencé par avoir un discours extrêmement misogyne. Donc on voit une évolution de la société française de la part de certains qui abandonnent complètement la lutte pour l'égalité homme-femme et qui basculent sur... Et au sein du ministère du Travail aussi, du coup? Alors, non, c'est pour ça que je précise bien dans lequel cadre on a utilisé ce terme-là. En revanche, je pense effectivement que dans le cas des positions du MEDEF, il peut y avoir une forme de misogynie qui réapparaît. Lundi, autre question, donc la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, à propos d'une pétition qui ciblait la presse People, a indiqué qu'elle souhaitait que les subventions publiques n'aillent plus qu'aux magazines et journaux d'information générale et plus aux magazines récréatifs du type Voici ou Public. Selon les critiques, quand on commence à désigner la bonne et la mauvaise presse, on glisse vers une dérive. Est-ce que vous êtes... Alors j'invite Fleur Pellerin à signer la motion D, puisque ça fait partie des propositions que nous faisons. Nous disons qu'effectivement, on ne peut pas considérer que l'argent public, les aides publiques, doivent être utilisées de manière complètement identique pour toute la presse. Donc il faudra trier quels médias font partie de la presse dite d'information généraliste ou de la connaissance. Et qui triera? Et qui fera soi? On a mis en place dans notre République sur tout ce qui est question culturelle et question de liberté d'expression, des organismes indépendants qui, par exemple, décident de la nomination à la tête des services d'audiovisuel public. Ça ne relève pas des... oui, enfin, désolée, on n'est plus dans un ministère, dans un gouvernement ou des ministères qui décident de ce qui doit être publié, de ce qui doit être dit et de ce qui ne doit pas l'être, comme ça a pu l'être le cas il y a 50 ans. Donc on a des tas de façons, au travers d'organismes de spécialistes, d'experts, de savoir ce qui relève véritablement de la nécessité de favoriser la pluralité des opinions, de ce qui relève, on va dire, plus d'une économie privée de marché et de divertissement. Mardi, une autre actualité aujourd'hui, puisque le Sénat va voter solennellement le projet de loi Macron. Les sénateurs ont apporté beaucoup d'amendements contre le gouvernement, notamment sur les effets sociaux, sur l'allègement du compte pénibilité, le dispositif Hamon. Voilà. Faut-il conserver ces amendements en considérant qu'ils améliorent le texte ou revenir à la version initiale? Alors, je pense que la plupart des amendements, en tout cas ceux que vous citez, sont évidemment, à mes yeux, à abandonner, à mettre de côté. Et il faut revenir sur ces articles-là à des versions antérieures. En revanche, on va avoir un vrai sujet sur la loi Macron, puisque là encore, moi je me réfère au texte des différentes motions du Parti socialiste. Toutes disent qu'il ne faut pas augmenter les possibilités de travailler dimanche. La motion A, notamment, l'écrit. Donc j'imagine qu'en deuxième lecture de la loi Macron, suite au congrès de Poitiers, il y aura un amendement qui permettra de revenir à la position du Parti socialiste depuis toujours, qui est de ne pas augmenter de 5 à 12 le nombre de dimanches travaillés dans le commerce. J'insiste, c'est la parole de l'ensemble des militants et aussi du gouvernement socialiste qui aujourd'hui est engagé sur cette question et qui se verra, je l'espère, à la deuxième lecture de la loi Macron. Dernière question, il y a un vote qui est prévu au Sénat sur un nouveau dispositif de retenue financière pour les sénateurs qui ne sont pas assez présents. Votre motion souhaite l'exemplarité de la classe politique. Vous semblez toutefois
pas forcément favorable au respect du non-cumul des mandats. Pourquoi ? Si, enfin, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, mais on est les seuls dans les députés qui sont dans la motion D sont tous totalement conformes au non-cumul tel que nous l'avons voté à partir de 2017, ce qui n'est le cas d'aucune autre motion. Non-cumul avec des fonctions exécutives. Voilà, non-cumul avec les fonctions exécutives. Donc ça veut dire qu'on garde des postes de conseiller municipal Tout à fait. Pourquoi ? Parce que vous êtes également conseillère municipale d'opposition. Tout à fait, mais le non-cumul, c'est le non-cumul entre une fonction, un mandat national et un mandat exécutif. Pourquoi nous ne sommes pas sur la version du mandat unique ? Parce que dans ce cas-là, systématiquement, on nous reproche, le débat a eu lieu à l'Assemblée, on nous reproche de dire vous allez être détaché, vous allez être hors sol. Donc la solution a été trouvée de manière très claire. Le non-cumul en France, qui est voté en France et qui s'appliquera à partir de 2017, c'est non-cumul entre un mandat national et un mandat exécutif. Tous les députés et les élus... Un député est élu d'une circonscription, donc il est censé retourner dans sa circonscription et du coup avoir quand même des retours de terrain. Je suis d'accord avec vous, il se trouve que la majorité politique de ce pays a considéré... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'il est assez important, effectivement, vis-à-vis des concitoyens, de pouvoir démontrer à tout moment qu'un député, un sénateur ou un député européen n'est pas enfermé dans les hémicycles dans lesquels il siège. Parce que c'est un reproche qui nous est fait régulièrement, y compris quand on passe la moitié de son temps sur le terrain en circonscription. Donc le débat a eu lieu. Le vote et il faut être très fier de cette loi, c'est la gauche qui l'a fait passer, il ne faut surtout pas la remettre en cause après 2017 et encore une fois, à la motion D, à la motion La Fabrique, tous les élus sont en conformité avec cette loi qui pour autant ne s'appliquera qu'en 2017. Et dans la motion D, beaucoup de mesures sur l'exemplarité en politique, notamment limiter à 3 le nombre de mandats successifs et à 2 pour les mandats exécutifs. Donc c'est plutôt une limitation dans le temps que vous proposez, en tout cas dans la motion. Voilà, ce sera le dernier mot de cette émission. Karine Berger, merci à vous d'être venue sur ce plateau. Merci messieurs d'être venus co-animer cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.